Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous, dans cet épisode enregistré en public à l'occasion d'une nouvelle journée du groupe utilisateur Splunk en France, il sera question avec notre invité des enjeux de sécurité de l'hébergement cloud, de nouveaux types d'attaques et puis de résilience après un événement majeur. Mais avant cette rencontre, voici l'histoire d'une pelle au pouvoir magique. 28 mars 2011, nous sommes en Arménie. Narek commence sa semaine de travail encore un peu fatigué de son week-end. Il ouvre une recherche sur Google. Soudain, la page internet se fige. Il a beau attendre, rien n'y fait, ça rame complètement. Et il n'est pas le seul à être dans ce cas, c'est près de la moitié du pays qui ne peut accéder à internet. Ça fait quand même plus de 3 millions de personnes. Et ce que Narek ne sait pas, c'est que la panne va durer 5 heures encore. Au même moment, en Géorgie, aux abords de la frontière arménienne, une petite mamie de 75 ans se balade, une pioche à la main. Officiellement, elle est ferrailleuse et à la recherche de cuivre pour arrondir ses fins de mois. D'un coup, elle tombe sur un os. Ou plus exactement, un câble souterrain qu'elle sectionne par mégarde. Manque de bol, c'est de la fibre optique. Pire, c'est même la dorsale principale d'Internet en Géorgie. Et comme 90% de l'Internet arménien est branché sur la Géorgie, c'est le blackout total pour le voisin malheureux. Aucun des fournisseurs d'accès à Internet en Arménie n'arrive alors à garantir le retour à un service normal. Les journalistes du pays se retrouvent en direct devant des écrans noirs. Oh my God. 2 semaines plus tard, on trouvera la coupable. La surprise est totale. Les médias s'en donnent à cœur joie et vont même jusqu'à la surnommer la hackeuse à la pelle. Mais loin de la plaisanterie, elle risque tout de même 3 ans de prison pour sabotage. Ouch. Elle sera finalement relâchée. On peut remercier pour cela son âge et l'absence de complices. En plus, est-ce vraiment de sa faute si le câble n'était pas enterré plus profondément ? Ça montre quand même la fragilité de l'accès à Internet de tout un pays, sur lequel reposent des infrastructures critiques. Cette histoire est à la fois anecdotique et universelle. Un mois plus tôt, en France, c'était un viticulteur, muni d'un tractopelle cette fois, qui avait aussi coupé un câble. La moitié de la Dordogne avait subi la coupure d'Internet et de téléphone. Alors pas besoin d'être un hacker hors pair pour couper Internet, une pelle suffirait-elle ? Heureusement, si couper des câbles peut causer des pannes, des latences, voire des interruptions localisées, il existe un principe fondamental pour assurer la résilience. J'ai nommé la redondance. Cette histoire géorgienne vous a été racontée par Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey reste au micro évidemment pour échanger avec notre invité lors de ce podcast qui est donc enregistré en public. Ce public qui pourra lui-même poser des questions dans quelques minutes à notre invité Julien Levrard, Chief Information Security Officer, CISO pour les intimes, chez OVH Cloud. Bonjour Julien Levrard. Bonjour. Pour commencer, que vous inspire cette histoire racontée par Audrey en introduction ? Alors, c'est une histoire amusante. Alors, on devrait la remercier, cette mamie géorgienne, parce qu'elle a fait une grosse opération de sensibilisation sans faire exprès. En fait, ça arrive assez souvent. C'est rarement une mamie avec une pelle, c'est plus souvent un tractopelle dans une zone de travaux. Mais les zones de data center et d'infrastructure, c'est des zones sur lesquelles il y a souvent des travaux, sur lesquelles il y a beaucoup d'infrastructures et de génie civil. Du coup, ça arrive régulièrement. Ça rappelle que les infrastructures numériques, le cloud, c'est pas des nuages, hein. C'est des serveurs, c'est des câbles, c'est de l'électricité, c'est des gens. Et ils ont une matérialité et ils sont exposés à des risques, aux intempéries, à la bêtise, aux maladresses. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, on a une expérience du secteur des télécommunications et des infrastructures qui est beaucoup plus élevée qu'en 2011. Je pense qu'on a beaucoup progressé, mais c'est toujours possible, ça peut arriver. Aujourd'hui, il y a de la redondance, il y a plusieurs chemins d'arrivée fibre. Mais c'est toujours possible qu'on ait 2 pépins en même temps, ou 3 pépins en même temps, c'est plus rare, mais c'est tout à fait possible. Et des actes de malveillance sont aussi possibles, coordonner plusieurs attaquants pour aller couper des fibres à 3 endroits différents, ça peut arriver. Du coup, on doit prendre en compte ce risque-là et prendre en compte la matérialité du cloud et des infrastructures quand on construit ces systèmes d'information pour être sûr qu'on ne s'expose pas à des risques qui peuvent être combinés ensemble.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les clients qui utilisent vos services et quel est votre rôle à vous dans ce périmètre ? Alors, on a des clients de toute nature. On a 1,6 million de clients, donc on a des petits clients, des très gros clients, des clients importants, des clients vitaux. Alors c'est à eux de le dire, c'est pas à moi, mais en tout cas, on a des clients qui ont des attentes, des exigences très fortes en sécurité qui sont liées à la criticité ou à l'importance de leurs activités et de leur consommation de systèmes d'information dans le cloud. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que tout le monde veut de la sécurité, quelle que soit la taille du client, que vous soyez Madame Michu qui a un petit blog où elle vend des chatons en porcelaine ou une énorme multinationale du secteur financier, vous n'avez pas envie que vos données soient accédées par des gens qui n'ont pas y accéder, vous n'avez pas envie que les données de paiement de vos clients soient compromises, vous n'avez pas envie que votre service soit down, c'est tout à fait légitime. Mais par contre, quand on va expliquer ce qu'on va faire à notre blogueuse qui vend des chatons ou à une institution financière internationale, on va pas leur expliquer de la même manière. On va mettre en œuvre probablement un certain nombre de dispositifs qui vont être identiques. On va faire des backups, on va mettre à jour les serveurs, on va gérer les droits d'accès. On va le faire aussi bien pour la banque que pour la blogueuse. Mais par contre, on va pas l'expliquer de la même manière, on va pas lui apporter les mêmes garanties, et puis on va pas forcément mettre exactement le même niveau de sécurité en fonction de secteur. Donc c'est important non seulement de, évidemment, mettre en œuvre de la sécurité pour tout le monde, parce que tout le monde mérite d'avoir ses données protégées, mais aussi être capable d'adapter les investissements, les coûts associés aux besoins de sécurité, mais aussi les explications qu'on va donner pour rassurer nos clients. Et typiquement, Secnum Cloud, c'est un excellent exemple. Secnum Cloud, ça définit le standard de sécurité, donc les exigences minimales en sécurité, pour héberger des données relatives à des entreprises ou des administrations qui vont héberger des services à destination des citoyens avec un certain niveau de criticité. Donc l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui dépend du Premier ministre, a défini un tronc commun d'exigences, un tronc commun d'obligations qu'on doit avoir, qu'on doit respecter quand on opère un service de cloud à destination de ce type de clients. Et après, rien n'empêche ces clients-là d'avoir des attentes plus élevées, d'avoir d'autres exigences, mais à minima, on doit mettre en place ce niveau de sécurité pour s'assurer que les données sont préservées, sont protégées, pas à minima parce que c'est assez exigeant, mais de manière uniforme avec ce set d'exigences. Donc on comprend quand vous présentez votre activité, elle est stratégique, notamment avec le Secnum Cloud. Vous avez une grosse puissance, donc j'imagine que vous êtes aussi une cible de choix pour les cyberattaquants. Comment vous le vivez en interne ? Alors, effectivement, l'équipe sécurité a conscience qu'on opère 450 000 machines pour le compte de nos clients, avec des clients de toute nature. On est un opérateur de cloud, du coup, on fédère tous les risques de nos clients, on s'approprie tous les risques de nos clients. Les différents clients qui vont déposer leur système d'information chez nous vont venir avec leurs menaces, avec leurs attaques, avec leurs ennemis, et nous, on va s'approprier une partie de ces risques-là, et les ennemis ou les attaquants qui vont cibler nos clients vont nous attaquer pour essayer d'atteindre nos clients. On est aussi un opérateur de cloud de portée mondiale, avec des très grosses infrastructures, avec des capacités de calcul importantes, avec un challenge technique. Nos équipes sont plutôt réputées, plutôt expertes. Du coup, c'est un challenge de nous attaquer pour être capable de montrer qu'on a réussi à attaquer OVH Cloud. Du coup, on est aussi ciblé en tant qu'opérateur de cloud et pas uniquement en tant que sous-traitant. On doit combiner notre démarche sécurité pour prendre en compte à la fois la protection de nos clients, qui du coup sont ciblés, mais à la fois aussi OVH Cloud en tant que cible. Julien Levrard, vous doutez bien qu'on ne peut pas ne pas parler de l'incendie de votre data center il y a 4 ans. Alors qu'avez-vous appris de cette expérience ? Alors si, on peut ne pas en parler, mais... Eh ben pour le coup, on va en parler justement. Mais oui, évidemment, c'est un événement. Alors sur le moment, c'était pas du tout drôle. C'est un événement assez structurant en fait dans la démarche de gestion de risque de la société. Alors ça a permis de se rendre compte et aussi d'expliquer au marché qu'on avait une capacité assez incroyable de réagir à un événement de cette envergure-là. Nous en interne, alors c'était pas forcément visible, mais on a vu à quel point nos équipes étaient incroyablement performantes quand on leur retirait toutes les contraintes habituelles. Le reporting, les chefs, le management, vérifier qu'on a le droit de faire un truc, le time-sheeting, etc. On leur dit non, là on n'a pas le temps. Vous prenez les décisions, vous remettez le service en prod. Et alors, évidemment, on ne peut pas vivre comme ça. Au bout d'un mois, ça devient n'importe quoi, il n'y a plus rien qui marche. Mais par contre, quand on donne dans un temps limité les pleins pouvoirs aux équipes en disant
vous êtes en charge, vous devez restaurer le service, on se rend compte de la puissance des équipes et de la qualité des équipes qu'on a chez OVH Cloud. Après, effectivement, ça a été à un moment pendant la queue de comète de l'incident a duré pendant 6 mois, mais par contre, on a eu un mois extrêmement intense avec des allers-retours en jet pour emmener des gens travailler sur le site du data center, avec des shifts 24 heures sur 24 d'équipe. Ça a été extrêmement éprouvant, mais je pense que tout le monde avait envie d'être là, tout le monde avait envie de sortir de l'incident et avait envie de remettre la production en marche. Du coup, on a beaucoup appris et on a fait l'effort a posteriori de faire le rétex, c'est-à-dire de réfléchir à comment on aurait pu éviter ça, comment on pourrait être meilleur, comment, si ça se reproduisait, on pourrait être plus rapide, on pourrait réduire les impacts, etc. Et en vrai, même si on aurait préféré que ça n'arrive pas, c'est un événement dans lequel on a beaucoup appris. Et l'entreprise, globalement, a énormément progressé pendant cette période. Après, le timing n'était pas excellent. Je pense que c'est jamais un bon timing sur un incident comme ça. Au-delà de cette histoire d'incendie, vous étiez avant, et vous êtes toujours d'ailleurs chez OVH, en tant qu'acteur français, victime de ce qu'on pourrait appeler du local bashing. Comment est-ce qu'on peut être résilient face à ce phénomène ? Alors, c'est vrai qu'on a un local bashing assez fort en France. Alors, il y a une maxime qui est bien connue dans l'IT, c'est une maxime qui date des années 80, qui est « personne ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté du IBM ». On le retrouve beaucoup en France. Aujourd'hui, choisir un acteur local, prendre la décision quand on est dans une direction informatique de prendre un acteur local, de prendre un acteur français, c'est une prise de risque individuelle. C'est plus facile de faire le choix standard de prendre les plus gros acteurs mondiaux où, en fait, quand un acteur mondial est en panne, on se dit pas ils sont nuls, on se dit non, ils sont en panne, du coup on prend un café en attendant que ça revienne. Quand OVH tombe en panne, c'est parce qu'on est français, c'est parce qu'on est petit, c'est parce qu'on est nul, on n'a pas du tout la même tolérance de nos utilisateurs à la panne. Et on le sait, on est challenger et c'est normal et ça fait partie du jeu et on le prend en compte. Mais ce qui est assez amusant, c'est que quand on va dans d'autres géographies, notamment aux États-Unis, pour le coup, on a des clients d'OVH Cloud aux États-Unis qui choisissent OVH Cloud, alors parce qu'on a des caractéristiques particulières qui les intéressent, mais parce qu'ils se disent je vais choisir un acteur différent parce que ça va m'apporter un avantage concurrentiel sur mes concurrents. Et je vais vous essayer, je vais tester, je vais demander à ma DSI de travailler avec vos technologies pour voir si je peux tirer un avantage compétitif de cette différence par rapport à mes concurrents. Ça, moi, cette phrase, je ne l'ai jamais entendue en France. Jamais. En France, on essaye de ne pas prendre de risques. On a une aversion au risque qui est extrêmement forte. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Mais c'est important de se poser la question de savoir pourquoi on choisit tel et tel acteur. Est-ce que c'est parce qu'on a fait une analyse en profondeur des avantages et des inconvénients et on a fait une analyse pragmatique de la solution, ou est-ce qu'on est dans une réflexion sur quel est le risque personnel que je prends en prenant cette décision ? Alors, vous en avez déjà parlé, mais le métier d'hébergeur, c'est en fait une activité qui comporte de multiples couches de risques. Parce qu'en fait, une faille chez l'un de vos clients, ça pourrait s'étendre à d'autres clients, mais aussi à vous-même, en fait. Et donc, comment vous gérez ça ? Alors, on a un modèle, qui n'est pas spécifique à OVH Cloud, qu'on retrouve chez tous les opérateurs de cloud, qui est un modèle de responsabilité partagée. Donc, on porte un certain nombre de risques en sécurité, qui sont tous les risques sur l'infrastructure qu'on gère, et nos clients gèrent les risques qui portent sur leurs instances de cloud qui est sous leur responsabilité. Évidemment, il y a une frontière entre ces deux zones de risque qui est parfois un peu difficile à matérialiser, et où potentiellement il peut y avoir des trous. Après, on peut avoir des clients indélicats, voire plus qu'indélicats, qui vont utiliser des infrastructures qu'on va leur louer pour soit avoir des comportements illégaux, soit pour attaquer d'autres clients ou pour essayer de sortir de leur contexte. Du coup, évidemment, c'est un des risques forts qu'on gère dans notre démarche sécurité, de réfléchir à comment on empêche un client de sortir du contexte qu'on lui a affecté et l'empêcher d'avoir un impact sur les autres clients qui sont en proximité dans le cloud, ce qu'on appelle des noisy neighbor attacks en l'occurrence, et en sachant qu'on a énormément de travail pour essayer d'identifier tous les clients qui vont sortir du cadre, donc tous ceux qui vont avoir des comportements soit illégaux, soit perturbateurs pour le reste du réseau, pour nettoyer nos infrastructures. Et on a des équipes entières qui sont dédiées à détecter les comportements inadaptés et à ce qu'on appelle faire un take-down. Du coup, soit on le détecte nous-mêmes sur nos infrastructures et on coupe les services, soit on a des personnes qui viennent se plaindre et qui ont un process à suivre, etc., et qui entraînent après des vérifications le take-down du service. Et ça, tous les opérateurs le font. Après, certains le font avec plus de bonne volonté que d'autres.
Dans un article très détaillé du blog OVH Cloud, vous avez expliqué que vous, comme le reste de votre secteur d'ailleurs, vous faites face à des attaques DDoS d'un nouveau genre qui sont à partir de sources moins nombreuses mais bien plus puissantes et votre architecture n'est pas nativement préparée à ça en fait. Comment est-ce que vous fonctionnez face à ce nouveau type d'attaque et qu'est-ce que ça change en interne dans la gestion ? Alors, les DDoS, on n'est jamais tranquille. C'est un jeu du chat et de la souris entre les attaquants et ceux qui défendent. Ça s'arrête jamais, en fait. Le volume et la nature des attaques évoluent en permanence. On met en place des dispositifs de protection, on augmente la capacité du réseau, et les attaquants vont développer soit plus de capacité, soit des nouvelles méthodes, des nouvelles attaques. Et en fait, on passe notre temps à nous adapter, à couvrir les risques, à identifier les nouveaux patterns d'attaque et à essayer de protéger nos systèmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 3 niveaux d'action. On peut agir sur 3 niveaux. Il y a un temps très long, c'est d'augmenter la capacité brute du réseau. Plus on a un réseau gros, plus c'est difficile de le saturer. Ça, c'est hyper simple à comprendre. Par contre, évidemment, augmenter le réseau, ça coûte très cher parce qu'on doit changer les équipements de cœur de réseau, etc. Du coup, effectivement, on a une politique d'investissement long terme sur la capacité du réseau qui permet d'accompagner cette augmentation du trafic. Alors certes, le trafic légitime qui augmente progressivement, mais aussi la capacité des attaquants qui va augmenter. Ensuite, on va travailler sur un deuxième niveau qui va être d'industrialiser et d'automatiser tout un ensemble de règles de détection qu'on a identifiées auparavant et où en fait on va coder dans les outils des règles de filtrage, des règles de détection, des règles qui vont permettre de nettoyer de manière automatique, sans aucune intervention humaine, le trafic pour s'assurer qu'il est pas. Donc c'est ce qu'on appelle le VAC dans l'environnement OVH, VAC pour vacuum, qui est en fait toute la stack réseau qui va détecter une attaque et ensuite la passer par tout un ensemble de filtres qui vont nettoyer les paquets réseau illégitimes. Donc ça marche très bien, mais ça marche pas magiquement et ça résout pas tout. On a aussi une équipe tactique de gestion du DDoS qui, quand on a une attaque en cours, donc une nouvelle type d'attaque, va être à réagir en direct sur les équipements, à aller adapter les règles de filtrage en regardant, en constatant quels sont les patterns, quelles sont les attaques qui sont en cours et qui vont aller patcher en live les équipements réseau pour filtrer. On s'est rendu compte dans cette attaque, c'est dans l'article que Sébastien Mériot, le directeur du CERT d'OVH, a écrit avec l'équipe réseau, Christophe Baccarat, on s'est rendu compte que le trafic était tellement élevé en paquets par seconde que le temps d'indexation de nos outils pour détecter les patterns à bloquer était trop lent et en fait le système saturait avant qu'on ait eu le temps d'envoyer l'ordre à l'équipement réseau de filtrer telle adresse IP. Du coup on s'est fait prendre vraiment par la vague, le volume de paquets a complètement saturé les systèmes et on était incapable de détecter, d'avoir des outils. Du coup on a changé nos outils, on a fait évoluer nos outils pour avoir un filtre additionnel qui passe pas par une indexation, passe pas par un filtre complexe, mais qui va avec un binaire en Go directement sur le flux détecter qu'il y a des adresses IP qui sont blacklistées et du coup faire un premier nettoyage qui permet ensuite aux systèmes d'indexation qui sont un peu plus lents de traiter les flux plus complexes. Et ça c'est vraiment une bataille quasiment du quotidien. Alors il y a des périodes un peu plus calmes et des périodes dans lesquelles tous les 2 jours on a des attaques et là du coup les équipes sont mobilisées toute la journée voire H24 la nuit, ça peut arriver. Si on élargit un tout petit peu l'angle de vision, en fait, le type de risque évolue en permanence, ça on le sait, mais surtout OVH doit évoluer pour s'adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel, voire même ultra concurrentiel. Qu'est-ce que vous faites en interne pour que vos équipes gardent la sérénité qui semble un peu nécessaire à votre métier dans de telles circonstances ? Et quand je dis circonstances, je pourrais même dire contraintes en l'occurrence. Là. Alors, dans une équipe sécurité, on a besoin de plein de compétences différentes. On a besoin d'experts techniques très pointus sur Linux, sur le réseau, sur les bases de données, sur tout un ensemble de technologies, où on a besoin d'avoir des gens qui sont capables de creuser les sujets vraiment en profondeur et d'aller investiguer, comprendre les problèmes ou les risques associés. Il faut aussi des gens qui soient capables de communiquer avec des managers, avec les fonctions financières, avec le contrôle de gestion, avec les décideurs, avec les équipes projet. C'est pas du tout les mêmes compétences. En général, ceux qui sont très 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 forts sur les technologies, ils sont pas très très bons pour expliquer, pour communiquer, pour faire des Excel, pour expliquer comment on va s'organiser. Du coup, c'est 2 sets de compétences un peu différents et qu'on va retrouver. Et en fait, on va se rendre compte qu'en fait, il y a un ensemble de compétences dont on a besoin dans l'équipe qu'on va combiner en fonction des situations. Et les situations qui montrent vraiment ce besoin d'avoir différents types de compétences, c'est par exemple la gestion d'un incident, la gestion d'une crise. On se rend compte que dans une crise, on a vraiment besoin de compétences différentes. On a besoin d'expertise
d'experts techniques, comme je disais, mais on a besoin de gens qui soient capables de synthétiser la situation, de l'expliquer, qui soient capables de prendre des décisions, qui soient capables de mobiliser les bons experts en interne, qui sont capables d'aller chercher les bonnes personnes dans l'organisation. Et en fait, on a beau avoir les meilleurs sur chacun de ces sujets-là, en fait, ça marche pas si on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Du coup, avoir juste un bon casting avec des gens super forts, oui, évidemment, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut travailler ensemble, s'entraîner, gérer des crises. On apprend à gérer des crises, on apprend par le feu. Et on se rend compte qu'il y a tout un ensemble de réflexes et de mécanismes qui se mettent en place dans l'équipe. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, au début, on avait beaucoup de mal à gérer la confidentialité dans une cellule de crise. On avait des gens à qui on ne donnait pas toutes les informations, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'en connaître, parce que c'était pas nécessaire par rapport aux tâches qu'on leur avait demandées. Et en fait, ils le prenaient mal. Et en fait, ça nuisait à la réponse à incident, parce qu'ils avaient l'impression qu'on n'avait pas confiance, parce qu'ils avaient l'impression qu'on ne pouvait pas tout leur dire, parce que, etc. Et du coup, on se retrouvait avec des gens qui étaient moins performants, parce qu'en fait, ils avaient une partie importante de leur cerveau qui était sur la frustration de ne pas avoir accès à l'information. Et en fait, ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille justement en travaillant ensemble régulièrement, en faisant des rétex a posteriori, en expliquant le pourquoi on n'a pas donné les informations, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai un analyste ou un expert technique à qui on ne donne pas une information, il n'a plus du tout cette notion de défiance ou cette notion dont on ne lui fait pas confiance, et du coup, il est extrêmement performant. Et ça se décrète pas, ça s'impose pas, c'est pas un ordre qu'on va donner, ça ne marche que quand on travaille sur des crises réelles et qu'on développe ces automatismes. Moi, quand je suis devenu CISO il y a 5 ans, c'était un peu ma seule crainte, c'était parce qu'avant je faisais de la compliance et de l'analyse de risque, mais j'avais jamais géré vraiment de situation de temps réel, et c'était le seul truc sur lequel j'étais un peu dubitatif. Je savais pas si je pouvais tenir la pression du temps réel, et notamment dans les crises. En fait, je crois que c'est ce que je préfère maintenant, donc 5 ans après. Si vous demandez à mon équipe ou aux gens avec qui je travaille, ils vont dire que c'est quand je suis calme qu'il faut s'inquiéter. Parce que c'est là où il y a vraiment un problème, parce qu'en fait, on apprend vraiment à travailler cette sérénité pendant les incidents, et en général, l'équipe sécurité, on a tout le monde qui court partout quand il y a un incident, un pépin dans la prod, et l'équipe sécurité, on est vraiment ce pivot, ce socle de sérénité qui justement rassure tout le monde et permet de baisser la pression, parce que justement, des crises, on en gère toutes les 3 semaines, on a une crise importante et on a l'habitude de les gérer. Alors Julien, comme vous le savez, nous sommes dans un podcast sur le thème des super-héros. Donc ma question rituelle, si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel serait-il ? Alors, moi, j'ai la phobie de rater des choses. Du coup, j'aimerais bien me multiplier pour pouvoir être partout. Vous savez, le pouvoir où on peut se doublonner, mais on est tous conscients de tout ce qu'on voit partout. Et j'adorerais pouvoir être dans toutes les réunions, dans tous les contextes, rien rater. En fait, j'ai toujours l'impression de passer à côté de trucs hyper intéressants et d'opportunités d'apprendre des choses dans certains meetings, dans certains groupes. Après, on est obligé de choisir, malheureusement. Donc c'est entre le FOMO et le métaverse. Ouais, c'est ça. Ok, et donc pour un prochain épisode, est-ce que vous connaissez quelqu'un, un super-héros du numérique qu'il serait intéressant d'interviewer ? Et pourquoi ? Alors, je pense à un ancien collègue qui est devenu RSSI de EDF Hydro, donc ceux qui gèrent toute la partie électricité hydroélectrique. Il s'appelle Loïs Samin, il est administrateur du CESIN. Pourquoi ? Parce que il est brillant, je l'aime bien, il est sympa, et puis surtout il a une progression de carrière et personnelle que je trouve hyper intéressante, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter très sympa. Puisque nous avons la chance d'enregistrer cet épisode des Résilients en public, on va en profiter pour vous donner la parole et vous proposer de poser des questions à Julien Levrard. Alors vous avez tous des micros devant vous dans cette salle, mais il y a une personne qui va venir vous voir lorsque vous levez la main pour vous enregistrer et qu'on retrouve votre voix dans le podcast. Première question donc. La France cet été a accueilli l'un des événements les plus médiatisés au monde, les Jeux Olympiques. Et ces moments sont souvent la cible privilégiée des cyberattaquants, en particulier justement sur les infrastructures cloud. Moi, je voulais savoir dans ce contexte quel était un peu votre retour d'expérience, si vous aviez vu une hausse des attaques et si vous aviez tiré un peu des enseignements pour renforcer votre posture de sécurité à l'avenir. Alors, j'ai surtout vu une hausse du nombre de réunions pour préparer les JO.
et une hausse des personnes croisées dans les couloirs pour dire on est prêt pour les JO. Après, pendant les JO, en vrai, il s'est pas passé grand-chose, ça a été très calme. Enfin, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Il n'y a pas eu d'attaque, massive. Il y a eu du bruit cyber, peut-être un petit peu plus élevé que d'habitude, mais c'était pas significatif. Rien à voir, par exemple, avec ce qui s'est passé avec l'arrestation du patron de Telegram, par exemple, où là, on a tout de suite vu les DDoS, les attaques, les tentatives de défacement de sites web. Les Jeux Olympiques, ça a été assez calme. Deuxième question qui se lance. Merci déjà pour votre retour, c'était très intéressant. On a beaucoup parlé de gestion de crise, réponse à incidents, qui impliquait notamment toutes les équipes techniques. J'imagine qu'OVH, il y a également toute une partie des personnes qui n'ont pas ces compétences techniques. Comment vous les impliquez dans justement ces réponses à incidents, ces gestions de crise et de manière générale toutes les initiatives aux côtés de la résilience numérique? Alors, en général, quand on a une crise un peu importante en cybersécurité, on a 2-3 personnes de l'équipe sécurité qui sont impliquées. On a en général l'équipe produit associée à l'incident, et on a la communication et un responsable de la relation client, donc en général un chef des équipes support. Et en fait, on a, ça dépend évidemment, c'est pas toujours exactement pareil, mais on a en général des points toutes les heures pour se synchroniser toutes les personnes qui travaillent sur la crise. Quand on est sur des crises vraiment complexes, en général, on a 2 cellules en parallèle, une cellule technique qui va gérer l'analyse, l'expertise technique et les investigations et la recherche de plans d'action pour corriger, et une cellule plus organisationnelle, managériale, relations clients en parallèle. Et du coup, on a des navettes avec des cellules de crise qui sont là pour passer les informations de l'une à l'autre, et du coup, on est organisé comme ça. Puis après, si la crise est vraiment plus grande, on structure de manière encore plus éclatée. Mais ça marche bien parce que même les gens qui sont pas des techniques chez OVH Cloud, ils maîtrisent quand même les objets de base avec lesquels on a l'habitude de travailler, et du coup ils comprennent très vite les enjeux auxquels on fait face, même s'ils comprennent pas forcément le détail de l'incident. Quelle place occupe l'IA justement dans ces gestions de crise et dans toutes les actions que vous menez ? Alors aujourd'hui, à peu près aucune. Non, mais on utilise, on a évidemment des petits bouts de machine learning dans certains outils, on fait de l'apprentissage automatisé, on a des bouts d'IT qui utilisent un peu d'IA dans nos processus. Il y a quand même un point qui est important, c'est que chez OVH Cloud, on a un devoir de maîtrise. C'est-à-dire que nos clients nous confient leurs opérations, leurs services cloud. On ne peut pas juste avoir quelque chose qui marche sans comprendre pourquoi. Enfin, on doit comprendre pourquoi ça marche, on doit comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et on a cette obligation d'être en maîtrise très forte de nos systèmes d'information en profondeur. Et du coup, l'IA, c'est très bien, mais pour la production et la maîtrise de notre infrastructure, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qu'on n'est pas capable de démontrer. Du coup, on va utiliser les IA plutôt sur des fonctions support ou sur des fonctions qui ne sont pas directement liées à la production. Peut-être que petit à petit, on va intégrer progressivement ce type de solution, mais aujourd'hui, c'est à la marge et c'est juste des tests. Merci beaucoup pour vos questions. Merci Audrey Williard. Merci Julien Levrard. Vous étiez aujourd'hui l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Donc merci vraiment à Audrey qui nous propose l'histoire en introduction, participe à l'écriture, l'accompagnement éditorial et l'animation de ce podcast. Ça fait beaucoup, mais elle arrive à assumer tout ça sur ses épaules costauds. Toutes les précédentes émissions des Résilients sont évidemment en ligne. N'hésitez pas à y piocher d'autres histoires de résilience pendant que vous y serez. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle rencontre. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.